présent sur la France, avec cette visite annoncée du président français Emmanuel Macron en Algérie le 25 août prochain, une visite annoncée qui pour d'aucuns s'ajoute à d'autres visites effectuées par le président français, notamment au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Maître Janvier Momo, à quoi s'attendre? De prime abord, à quoi s'attendre? Alors, vous savez, la France est dans une entreprise de reconquête. Mais dans cette reconquête, elle oublie les fondamentaux de la reconquête de ce qu'on a perdu. Que ce soit en Algérie, que ce soit au Cameroun, au Bénin ou en Guinée-Bissau, nous pensons à un moment donné que la France est dans une entreprise de reconquête. Et c'est une reconquête qui n'est pas différente d'une guerre. Pour la France considère qu'elle est en guerre. Mais en guerre contre qui? Nous pensons sur le plateau d'Afrique Média que la France est en guerre contre elle-même. Parce que le sentiment anti-français dont on parle et dont le président Macron court après la reconquête de la reconsidération française est en réalité un sentiment fabriqué par la France elle-même. Dans ses actions, dans sa coopération, dans l'histoire de la coopération avec les États, et surtout, dans des préceptes fondamentaux de l'évolution des États, que sont les paramètres et les bases économiques. Les bases économiques de la plupart des pays africains, et surtout francophones, sont jusqu'aujourd'hui contrôlées par la France, en l'occurrence la monnaie. Alors, vous ne pouvez pas entreprendre, vous lancer dans des entreprises de reconquête de votre pouvoir d'antan, en oubliant les blessures. C'est comme penser des blessures avec des échardes à l'intérieur. La coopération française a créé trop d'échardes, trop de blessures avec trop d'échardes à l'intérieur. Or, la politique française, qui est une politique paternaliste, ne voudrait pas reconnaître les erreurs du passé. En reconnaissant les erreurs du passé, poser les bases pour le futur. Il se refuse d'avoir versé du napalm dans des collectivités au niveau du Cameroun. Il se refuse de maintenir un nazisme monétaire aux pays africains. Il se refuse de faire ce qu'on appelle l'apologie de la détérioration des termes de l'échange. Il continue jusqu'aujourd'hui, malgré un partenariat annoncé gagnant-gagnant, ils continuent à fixer eux-mêmes les prix des matières premières qu'ils achètent. D'ailleurs, la France n'achète pas en Afrique. La France, elle est dans son marigot, elle prend et emporte. Donc pour nous, Madame Capen, le président Macron peut sillonner l'Afrique à longueur de journée, à longueur de semaine et à longueur d'année. Cela ne changera rien à la donne qui est lancée aujourd'hui. Qu'est-ce que les Africains veulent? Les Africains aspirent désormais, premièrement, à une véritable souveraineté. La République centrafricaine et le Mali en sont des exemples patents. Aujourd'hui, dit non à un certain paternaliste, un certain paternalisme qui présente les États africains comme des sous-États. Et donc, les chefs d'État sont des marionnettes qu'on peut manipuler à tout moment et qu'on peut flatter à tout moment et qu'on peut imposer à tout moment n'importe quelle visée de Paris. Macron, à un moment donné, a senti que dans la basse-cour, l'ergot du coq gaulois ne fait plus peur. L'ergot du coq gaulois, dans une bagarre, n'est plus que c'est l'adversaire. Le Mali en est l'exemple. Alors, nous pensons que sillonner l'Afrique sans pouvoir changer les préceptes de la politique française en Afrique, rejetés d'ailleurs par les Africains, c'est important. C'est un leurre. Ce n'est pas en Algérie que la France va chercher à rebâtir un nouvel avenir fondé sur la mainmise sur les biens algériens. Non, l'Algérie a traversé avec les guerres d'indépendance, l'Algérie a souffert et l'Algérie aujourd'hui sait ce qu'il faut pour son État. Idem pour les États africains qui aujourd'hui, dans leur majeure partie, Madame Capen, se sont lancés dans une entreprise de revendication de la souveraineté de leurs États. Ces revendications passent nécessairement par un non au diktat de la France. Le président Macron ne peut pas sillonner des États africains sans poser sur la table des négociations avec
les chefs d'État ou les têtes couronnées africaines les véritables problèmes qui minent la coopération entre la France et les États africains. Alors, nous avons été surpris. Anthony Blinken, qui fait une visite en Afrique et qui parle d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais la France ne connaît pas ce mot. Mais la Chine parle du partenariat gagnant-gagnant. La Fédération de Russie parle du partenariat gagnant-gagnant. La Turquie parle du partenariat gagnant-gagnant. Mais jamais la France, vous n'entendez pas. Pourquoi? Parce que dans l'ADN de la France, ils sont tellement habitués à venir happer les biens des Africains en tuant au besoin les nationalistes qu'ils ne comprennent pas comment ils peuvent faire ce genre de comeback. Pourtant, la donne mondiale aujourd'hui est celle de se regarder dans les yeux autour des tables de négociation parce que les présidents africains qui traînent le pas, cela ne durera pas. Et c'est ce que nous continuons à dire sur le plateau d'Afrique Média. Ceux qui traînent le pas seront surpris par l'éveil de la conscience de leur peuple parce que le travail abattu par Afrique Média est en train de produire les fruits. Donc pour nous, madame, il n'est pas question de continuer à faire la politique de l'hypocrisie avec la France, c'est-à-dire faire semblant, faire comme si on était avec elle, alors qu'il y a des problèmes sur la table. D'ailleurs, les problèmes des États africains, ce ne sont plus des problèmes au niveau des présidences de chaque État. Les problèmes sont dans chaque maison, dans chaque domicile, dans chaque tribu, dans chaque quartier, en attendant des solutions. Et le moment venu, lorsque il y aura ce que je peux appeler le syncrétisme dans la revendication, c'est-à-dire une sorte d'association de ceux qui ont la même vision, ce que nous appelons en droit la fectio societatis au niveau des revendications sociales. Alors ceux qui sont au sommet de l'État, ils n'auront plus rien à dire. Parce que quand un peuple se soulève avec des objectifs bien définis, il n'y a aucun courant qui est capable de les arrêter. Vox populis, vox Dei. D'ailleurs, nous disons, et nous continuons à dire au président Macron, qu'il ne sert à rien de s'allier avec quelques intellectuels qui, je pense, s'alimentent au camembert et au Bordeaux pour penser que la dictée française va se répercuter sur l'Afrique à longueur d'année. Aujourd'hui, nous connaissons qui sont les intellectuels, qui ne sont pas les intellectuels. Alors, le président Macron doit comprendre, dans son deuxième quinquennat, que l'Afrique a besoin d'un nouveau langage. Et nous pensons que pour sa première visite après sa dernière élection en Afrique, il est passé à côté. Il est carrément passé à côté. On l'attendait sur certains sujets au niveau du Cameroun parce que c'est au Cameroun qu'il a commencé. Mais il est passé à côté. Et quand tu échoues au Cameroun, tu vas échouer partout en Afrique. Nous pensons à un moment donné que tant que la France ne libère pas les économies africaines avec la mainmise monétaire, toute sa politique en Afrique sera du leurre. Vous ne pouvez pas tenir le filon monétaire dans 14 États et parler tous les jours du développement de ces États. C'est pratiquement impossible. C'est ce que nous appelons l'hypocrisie. Donc, pour nous, si le président Macron va continuer à sillonner l'Afrique, nous pensons beaucoup plus à du tourisme qu'il fait parce que l'Afrique, c'est un beau continent. C'est encore là où vous avez la chance de fouler des terres vierges, de regarder des fleurs, des belles fleurs, et surtout, de happer et de négocier les meilleures richesses parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde en matière énergétique et dans tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai dit, regardez le discours d'Anthony Blinken en République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour un partenariat gagnant-gagnant. Mais c'est un mot qui est proscrit dans la politique extérieure de la France vis-à-vis de l'Afrique. C'est un mot qui est proscrit dans les services de renseignement français. Et nous disons, le président Macron n'a qu'à faire du tourisme en Afrique tant qu'il ne mettra pas sur la table des négociations les problèmes sécuritaires, le rôle troublé de la France dans des coups d'État en Afrique, dans des bruits de chaises au sommet des États en Afrique, tant qu'elle ne diminuera pas sa politique paternaliste qui consiste à maîtriser, à maintenir, à observer un nazisme monétaire sur nos économies, la France va continuer à perdre de sa... Et un jour, qui sait, elle se retrouvera là où les officiels politiques français auront souhaité que la France se trouve, c'est-à-dire à la dernière place. Monsieur Bakengele, dans la scène géopolitique, il faut le souligner, internationale surtout, il faut relever, on n'oublie pas ces sanctions à l'endroit de la Fédération de Russie
l'Algérie qui a été plusieurs fois sollicitée pour son pétrole et son gaz. Pour certains géopoliticiens, cette visite du président Emmanuel Macron est un signe de faiblesse et de désespoir au regard de ce combat pour une indépendance ou alors pour se détacher du gaz russe. L'Algérie aujourd'hui est comme le dernier espoir de la France et par voie de ricochet de l'Occident. Telle est l'analyse ou la quintessence de l'analyse d'un géopoliticien. Quelle appréciation en faites-vous? C'est tout à fait fondé, Madame Capen. La France est aux abois. Une trentaine de réacteurs nucléaires est aux arrêts. Le prix de l'essence, du carburant à la pompe a augmenté de plus de 4 $ depuis le mois d'avril. On observe, les estimations parlent de 60% de l'industrie européenne qui sera affectée. Il faut noter qu'Emmanuel Macron est en passant président de l'Union européenne dans le cadre de la présidence tournante. La France est aux abois comme toute l'Europe à cause de politiques infantiles, puériles, de régimes qui ont cru qu'on pouvait jouer avec le concept de souveraineté, bradant leur souveraineté au profit des élites mondialistes états-uniennes, ces élites qui sont dans ce qu'on appelle le New World Order, nouvel ordre mondial. La France paye le prix de sa naïveté politique, mais surtout de l'aventurisme de quelques générations de nouveaux hommes politiques. Et là, on voit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Mais ça avait commencé avant eux, avec ceux qui voulaient se rapprocher des États-Unis, qui ont phagocyté la politique française, ont démantelé tout le processus de souveraineté qu'avait mis en place le dictateur de Gaulle. Vous savez que pour nous, de Gaulle n'était pas un président comme les autres, c'était un grand dictateur. Si la grande dictature française s'est bien installée en Afrique, c'est grâce à cet homme, lugubre en passant, même si pour eux, il est un héros. Donc, un vrai patron de junte en militaire. passant, c'était aussi un putschiste. Bien sûr. Parce qu'il a renversé les communistes pour prendre le pouvoir. Bien sûr. Donc, ce dictateur de Gaulle a quand même pensé, comme parfois les dictateurs savent le faire, qu'il fallait un brin de souveraineté. Mais les nouveaux qui se prennent pour des démocrates ont bradé cette souveraineté. Vous allez voir, causant avec un observateur politique, nous avons achoppé sur l'âge des dirigeants. Vous verrez que quand l'âge des dirigeants en Europe et dans les pays vassaux est en train de baisser, l'âge moyen du président aux États-Unis reste constant à un certain seuil. Comme quoi il savait que les plus vieux allaient flatter, allaient tromper les plus jeunes. On dit non, vous êtes des plus grands démocrates, c'est pourquoi vous avez des plus jeunes à la tête de vos États. Mais en fait, ces jeunes, pour flatter leur ego, leur faire croire que prendre des décisions inconséquentes, c'était prendre des choix osés. Et M. Macron en paye les frais. Il répète depuis le début d'année qu'ils sont en guerre. Il a répété la semaine dernière que la France est en guerre. En guerre contre qui? Il pense que la France est en guerre avec la Russie. On croirait encore là de la Manche, hein, avec ses moulins à vent. Il imagine sa guerre dans sa propre tête. Donc, ce Emmanuel Macron, s'imaginant en guerre avec le président Poutine, a quand même pris la décision suicidaire, comme son collègue Olaf Scholz et tous les autres Européens, de se couper du gaz russe. Et comme on disait encore dans une célèbre série qui a défrayé la chronique et que beaucoup de personnes ont aimé, il y a bientôt ce qu'on appelle Winter is coming. L'hiver approche. Et cet hiver qui approche menace l'Europe. Emmanuel Macron, comme vous avez dit, comprend le péril de l'hiver qui menace l'Europe. Cette Europe risque de mourir de froid. Et les marcheurs blancs de l'Europe, ce sera la population révoltée par les choix
inconséquent de cette jeunesse naïve à la tête de l'Europe qui risque d'aller revendiquer ce pouvoir. Ce peuple-là risque d'être debout. Hier, on traitait les Africains de républiques bananières. Eh bien, observons bien, nous verrons bien quelles sont les véritables républiques bananières. Donc, M. Macron, sentant le péril arriver, va donc vers le président de l'Algérie. Après avoir regardé ses propos en début d'année, traiter l'Algérie d'un régime autoritaire, traiter l'Algérie d'être une junte au service du chef d'état-major, Chengira, traiter l'Algérie de tous les noms d'oiseaux. Et bien avant, il disait que l'Algérie c'était un junte entre les mains du général Gaï Salah. Tout ceci, aujourd'hui, est battu en brèche. Ils sont obligés de marcher sur leurs propos, de se contredire. Ils vont supplier. On avait dit que le président, il y avait beaucoup d'observateurs qui disaient que le président sénégalais était allé commander le blé. Mais cette fois-ci, on a affaire au président français qui s'en va commander le gaz et le pétrole algérien. Il veut au moins que l'Algérie, dans ce qui est produit pour combler le déficit d'approvisionnement en gaz chez les Espagnols et chez les Italiens, qu'une partie soit au moins accordée à la France. Et bien plus, les Français ont même commencé à voler le gaz avec les États-Unis au Yémen. La décision a été prise avant-hier, quand le président Macron a appelé le président Biden pour prendre le contrôle, envoyer les légionnaires français prendre le contrôle d'un important gisement de gaz, du vol qui sera organisé au Yémen. C'est ça, cette France déclinante, désormais qui s'abandonne à des actes de piratage. Ça ressemble à la piraterie en mer. Désormais, ils vont aller voler le gaz d'un pays souverain, le Yémen, profitant de la déstabilisation causée par l'Arabie Saoudite. Mais il faut noter que le président Macron le fait parce que toutes les autres tentatives ont échoué. Pendant le sommet du G7, le G7 en passant, le groupe des 7 pays les plus endettés du monde, il se répandait devant le président Biden comme un jeune qui a vu son enseignant et qui a croisé son enseignant et qui doit faire bonne figure. Joe, j'ai causé avec les Saoudiens. Ils sont prêts à augmenter si nous faisons ci. Les Saoudiens ont dit niet. Les Saoudiens ont dit au président Biden, pas à Macron, à Biden, nous allons même baisser la production. Et l'information est tombée ce soir. Le prix du baril va encore augmenter. Ça veut dire que ce qu'ils achetaient à un prix relativement élevé va davantage prendre de l'ampleur. La France, face à tout ceci, va davantage tomber. Le président Macron, en dehors de ce gaz-là, il va parler certainement du Mali, parce que vous savez qu'il a une hantise malienne. Partout où il se retrouve désormais, lorsqu'il parle deux mots, il va reprendre l'exemple malien. Apparemment, Goïta, c'est son cauchemar. Quand il dort le soir, peut-être il se réveille en voyant Goïta et tous les colonels de Bamako. Donc, voilà un deuxième sujet qu'il va aborder. Et au Mali, et surtout, il sait que avec l'Algérie, il y a un vieux contentieux, la reconnaissance du génocide algérien. Cette reconnaissance-là, c'est un vieux contentieux. Comment Emmanuel Macron va-t-il être à l'aise à Alger? C'est la grande question. C'est même pas comment est-ce qu'il va négocier, comment est-ce qu'il sera à l'aise. Parce que sur tous les terrains de confrontation entre l'Algérie et la France, l'Algérie a un avantage aujourd'hui. Au Mali, l'Algérie a un avantage. La question du gaz, l'Algérie a un avantage. L'Algérie a un avantage. La question même du Yémen, quand l'Algérie va poser ce problème au niveau de la Ligue arabe, elle prendra encore un autre avantage. La France qui va là, la France va commander. On a affaire désormais à une France qui est un véritable nain géopolitique. La France a perdu sa position de puissance, même moyenne,
dans le jeu international. Le Macron qui s'en va là, c'est comme à l'époque les présidents du tiers-monde. Dans l'ancien découpage mondial, les présidents du tiers-monde allaient solliciter un crédit en France. C'est la même posture que Macron adopte. Il s'en va commander le président Tebboune, chez le président Tebboune, pour savoir si au moins, par solidarité humaine, l'Algérie pourra tenir compte de la France pendant l'hiver. Mais qu'il sache une chose, ce n'est pas le président Tebboune qui a mis la France dans cette posture. C'est la naïveté, l'incompétence, mais surtout la duplicité des jeunes politiques français qui croyaient être plus intelligents en dupant le peuple français, en bradant la souveraineté française au profit de leurs intérêts à eux, l'élite, les von der Leyen, dirigeants corrompus, Olaf Scholz, dirigeant corrompu, Emmanuel Macron, fondateur d'une aristocratie de corrompus. Et ce n'est pas moi qui le dis. Oui. Un auteur français l'a très bien fait et il l'a documenté. On n'a jamais vu les fonctionnaires s'enrichir comme sous Emmanuel Macron. C'est ces comportements qui sont en train de causer la ruine de l'euro. C'est ces comportements qui font en sorte que le gaz va manquer. C'est ces comportements qui vont causer un suicide collectif en Europe. Monsieur André Christelle Fanga, pour d'aucuns, cette visite du président français Emmanuel Macron est une visite cordiale entre deux partenaires stratégiques afin de renforcer leur coopération sur divers domaines et explorer de nouvelles fenêtres. Pour d'autres, par contre, la France est au bord du gouffre. Quelle lecture faites-vous de cette visite annoncée? Il y a un chômeur qui est en train de se balader partout parce qu'il lui manque le travail. Macron est un chômeur. Il a essayé au Cameroun, il a essayé au Bénin, il a essayé un peu de partout. Il ne trouve pas du travail. Parce que on lui a envoyé en mission. En mission pour essayer de reconquérir les territoires africains pour le compte du bloc capitaliste occidental, c'est-à-dire Amérique, États-Unis, Angleterre, Allemagne, France et tout ça. Et comme il n'arrive pas à trouver des débouchés, il va essayer en Algérie. Vous savez que l'Algérie est l'allié stratégique du Mali actuellement. En fait, son objectif premier, c'est qu'il faut que, à partir de l'Algérie, il peut contrôler le Mali. Les États-Unis ont promis des choses au Maroc. L'OTAN a dit qu'ils vont s'installer au Maroc. Ils vont faire beaucoup de choses avec le Maroc. Et d'ailleurs même, nous considérons le Maroc comme un pays français, comme un département d'État français. Le Maroc, aujourd'hui, se comporte comme un pays, ou bien, mais bien sûr, comme une île française. Donc aujourd'hui, quand nous voyons Macron se démerder, c'est une brebis errante qui manque quoi manger. Qui sait que dans les temps à venir, la France est en train de dégringoler. La France a déjà commencé à dégringoler. Hein? Parce que il y a de cela quelques années, on ne voyait pas les marches en France. Pour le pain, pour la nourriture. Maintenant, on commence à voir les marches pour le chômage. On voit les marches pour ceci. On voit les marches ceci. Bientôt, il y aura les marches pour le froid. Et ça, soyez-en sûrs, la France va souffrir. Si nous continuons dans cette logique de laisser la France avoir toujours les portes ouvertes dans notre continent, alors c'est nous qui allons perdre. Quand il force, parce que c'est une force, il force son arrivée en Algérie. L'Algérie n'est pas prête à le recevoir. Mais comme il a forcé pour arriver au Cameroun,
il a forcé pour arriver au Bénin. Ce n'est que le petit Sissoko Ambalo qui l'attendait. Donc, il avait, Sissoko Ambalo avait sa demande, comme il est plus jeune que Ouattara, il dit que moi, je vais faire le travail que Ouattara n'a pas pu faire. Donc, viens chez moi et je serai la base arrière pour déstabiliser les autres États. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à une brebis errante, une brebis qui a échoué dans toutes ses politiques, parce qu'aucune politique d'Emmanuel Macron n'a réussi nulle part, que ce soit sa politique en tant que président en l'Union européenne, ça n'a pas réussi. Ils ont dit qu'ils vont soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que la Russie plie les genoux. Aujourd'hui, ils sont à terre. Ils ont dit plein de choses. Maintenant, ils sont obligés de supplier les pays africains pour essayer de combler leurs besoins. C'est Batengene qui disait tout à l'heure, le nucléaire est un problème actuellement en France. La plupart des usines sont en train de s'arrêter, de fonctionner. Donc, M. Macron cherche les débouchés, cherche les voies et moyens pour que ce qu'il a fait aux Gilets jaunes ne l'arrive pas d'ici décembre. Et cette fois-ci, ce qu'il avait l'habitude de monter, c'est-à-dire la France avait l'habitude de monter dans les pays africains, va leur arriver. C'est-à-dire une marche de contestation et de chassement au pouvoir. C'est la première fois qu'on verra un président français chassé du pouvoir. Si la France, ou bien les Français et l'Europe dans son entièreté, n'a pas de gaz. Parce qu'ils nous ont fait croire qu'ils peuvent s'en sortir sans les pays africains. Ils peuvent s'en sortir sans la Russie. Ils peuvent s'en sortir sans les autres pays. Donc, ils devaient continuer à prendre tout par la force. Aujourd'hui, ils se retrouvent en difficulté. Et ça, nous lui disons, si vous ne payez pas la dette que vous devez aux Africains, c'est la malédiction qui a commencé comme ça, c'est la descente aux enfers. Vous n'allez pas vous relever d'ici tôt. Monsieur Emmanuel Macron, d'ailleurs la France n'a jamais rien acheté de sa vie. Rien acheté, hein. Ils ont toujours volé. Même leur propre souveraineté, ils ont volé au peuple noir. C'est parce que c'est les peuples noirs qui ont libéré la France, qui leur ont donné un peu de souveraineté. C'est les peuples noirs qui leur ont donné la Coupe du Monde, qui leur ont donné le Roland Garros, qui leur ont donné tout ce qu'ils ont, qui leur ont donné l'énergie. Parce que si le Niger, si les 40% de l'énergie en France qui sort de l'uranium du Niger ne les alimente pas, ils seront dans l'obscurité. Donc la France, et vous soyez-en sûrs, comme ils ont perdu le Mali là, ils vont tout perdre. Effet domino, c'est contagieux. Donc peu importe ce qu'ils vont faire, s'ils veulent, ils vont négocier avec l'Algérie. L'Algérie ne pourra même pas déjà leur accepter. Si l'Algérie a déjà permis que la Russie puisse faire des manœuvres aériennes à partir de l'Algérie pour soutenir le Mali, ça veut dire que c'est fini là. Donc, Monsieur Macron, revoyez votre disque, retournez faire les classes et sachez que vous avez échoué et votre échec sera continuel. Monsieur Samia Youmbi, quels enjeux autour de cette visite du président français en Algérie? Une visite de plus après le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Vous savez, tout le lot de répercussions et justement toute la littérature et les enjeux qui gouvernaient, on va le dire ainsi, ce déplacement du président français Emmanuel Macron. Quels enjeux aujourd'hui pour l'Algérie? Et quand on parle de l'Algérie, on voit un exportateur de gaz, on voit un exportateur de pétrole, surtout dans un contexte marqué par un détachement, un désir ardent pour l'Occident, entre guillemets, de se détacher du gaz russe. Madame Célescapen, nous avons observé tout ensemble que la visite de M. Emmanuel Macron en Afrique, en particulier en Afrique centrale, il y avait un enjeu, et cet enjeu, il est reparti bredouille. Mais aujourd'hui, la énième visite qu'il va en Algérie aujourd'hui, c'est juste pour le décor dans la communication
auprès de l'opinion française. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie n'a pas tâché de démontrer à la France qu'elle ne veut plus entendre parler de la France. Vous vous rendez compte, il y a quelques mois, que l'Algérie avait fermé son espace aérien à la France, en disant, je ne veux plus que tu traverses ici pour aller au Mali, je ne veux plus que tu traverses ici encore dans le désert de l'Algérie ici. Donc, l'Algérie, un pays qui se permet de prendre des décisions pareilles, à des moments pareils, ça veut dire elle s'en fiche carrément de la France, elle ne veut plus savoir, sentir si la France existe ou pas, car elle a l'autosuffisance alimentaire, elle a l'autosuffisance financièrement et économiquement, l'autosuffisance de la ressource humaine, elle a l'autosuffisance sur la ressource naturelle. Donc aujourd'hui, l'Algérie n'a plus rien à traiter avec la France. Donc cela veut dire que la France en va tout simplement pour la communication de l'opinion européenne, en particulier française, parce qu'il faut le dire, quelque part, les Africains ayant reconsidéré leur relation avec la France aujourd'hui, aucun pays africain aujourd'hui ne veut plus entendre de la France sur son sol. Parce que la France coloniale a sous-estimé la maturité des peuples et des nations africaines. Et aujourd'hui, on se retrouve, cette même France se retrouve aujourd'hui, qu'elle est dépassée, qu'elle est perdue, tout simplement parce que elle a une pathologie de toujours se dire, une pathologie de paternité vis-à-vis des Africains. Mais la réalité, nous pouvons aujourd'hui que la visite de la France au niveau de l'Algérie, l'Algérie qui a des relations et des accords militaires avec la Russie, des accords gaziers avec la Russie, les accords commerciaux avec la Russie, dans ce précaré aujourd'hui qu'il y a entre la Russie et l'Algérie, entre l'Algérie et le Mali et l'Afrique centrale, quelque part aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que M. Emmanuel Macron, comme il s'en va là-bas, c'est demander pardon sur le génocide qu'il a fait, afin que l'Algérie puisse voir pour un prochain voyage, peut-être après son mandat, le futur, après lui qui viendra, voir qu'est-ce qu'elle peut négocier encore, échanger avec la France, parce que tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance du génocide algérien, l'Algérie a tourné dos à la France, parce que le peuple algérien est un peuple martyr. C'est un peuple qui a souffert, c'est un peuple qui a été martyrisé, un peuple qui a été bâillonné, dont la France, jusqu'aujourd'hui encore, il y a encore les symptômes sur les essais nucléaires dans le désert de l'Algérie. Donc aujourd'hui, la France ne veut pas reconnaître ce dégât écologique qu'elle a fait et environnemental au niveau de l'Algérie. Donc si il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que Emmanuel Macron s'en va là-bas pour trouver quoi là-bas. Nous pouvons tout simplement dire que les relations bilatérales politiques qu'il y a entre l'Algérie et la Russie ne peut pas permettre à l'Algérie d'avoir ne serait-ce qu'un quiconque accord sur le gaz ou sur le pétrole pour aider. Quand l'Algérie mourait dans le froid, quand l'Algérie était bâillonnée dans des cellules, n'avait pas de gaz, n'avait pas de pétrole, la France vivait. Aujourd'hui, ça ne peut que être aussi un retour palpable que les Algériens sont en train, actuellement, en train de faire des accords sud-sud en Afrique. C'est ce qui nous a manqué à 60 ans. Aujourd'hui, l'Algérie a ce pays moteur en Afrique qui préfère être encore avec les pays sud-sud et que la France voudrait maintenant, quelque part, dire à l'Algérie, non, arrête les accords sud-sud, tu peux quand même faire les accords avec moi. Mais l'Algérie, connaissant la détermination de la souveraineté totale des pays africains, que regorge le panafricanisme algérien, aujourd'hui, d'un seul homme, le grand continent africain, aujourd'hui, est représenté dans cette lutte par l'Algérie, qui nous a démontré, dans la détermination, à faire chemin
avec le Mali pour empêcher que la France ne puisse pénétrer au Mali et repénétrer en Algérie. Dans le voyage de M. Emmanuel Macron aujourd'hui, nous savons tout simplement que les peuples africains représentés par l'Algérie attendent juste tout simplement que M. Emmanuel Macron arrive et qu'il vienne reconnaître le génocide qu'il a causé et qu'il reprend son chemin et qu'il retourne. Aujourd'hui, les relations sud-sud en Afrique, nous en sortons très bien. Nous n'avons pas besoin et c'est l'immaturité des hommes politiques français qui n'ont pas pu construire, la jeunesse politique française qui est en train de faire un retour sur la politique française aujourd'hui. Et c'est seule la jeunesse française et le peuple français qui doivent comprendre que l'Afrique a besoin un autre regard sur la construction d'un monde nouveau et des relations différentes avec la France par rapport à ses ressources naturelles qui aujourd'hui sont source de revenus économiques et financiers pour l'Afrique. Merci. En 30 secondes, M. Bapenguene, le président Macron en Algérie visite dénuée de tout intérêt égoïste ou alors la France est au bord du gouffre? En 30 secondes, s'il vous plaît. La France est au bord du gouffre et Macron s'en va pour plaider le cas, non pas seulement de la France, mais de toute l'Europe. Il va supplier, il va commander le gaz algérien. Qui l'eût cru au début du XXIe siècle? Cette France arpentait arrogamment le pavé du Conseil des Nations. Aujourd'hui, c'est cette France ridiculisée au Conseil de sécurité, ridiculisée par cette décision saugrenue de dirigeants arrogants comme Emmanuel Macron, dans une confrontation avec une hyperpuissance comme la Russie, ont décidé de prendre des sanctions tout à fait aberrantes qui privent le français aujourd'hui du gaz. Cette France est à genoux et c'est cette France à genoux qui s'en va commander, tremper debout dans le sol en Algérie, demander pardon. Nous avons besoin de gaz car l'hiver s'annonce très froid à Paris. Maître Momo, en 30 secondes. Visite Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron en Algérie. Une visite dénuée de tout intérêt égoïste ou alors le président Emmanuel Macron est arrivé au point I? Je pense que le président Macron est au bout du rouleau d'une politique qui se voulait compréhensive pour la Fédération de Russie, contentive pour l'Occident et les États-Unis, mais qui, au bout du compte, est en train d'embrigader la France. Madame, au-delà du gaz, au-delà du pétrole, il y a les fruits russes qui manquent aujourd'hui sur la table française. N'oubliez pas que les agrumes qu'on consomme en France et partout ailleurs en Europe proviennent de la Fédération de Russie. Donc pour nous, c'est l'occasion de comprendre en africain que les sanctions démentielles à côté d'une faute anodine imposées à la Fédération de Russie ont pour conséquence directe une sorte d'embrigadement de la France et de l'Occident. Alors, Macron qui s'en va en Algérie. Mais, il y a quelques mois, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était en Algérie, il était à Alger, et les Algériens leur ont dit, nous sommes dans l'impossibilité d'augmenter des capacités de production du gaz et du pétrole, puisque les gens qui sont venus installer ces usines, ils ont amoindri ces capacités pour nous tenir. Maintenant, le retour de la censure, c'est qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas bénéficier de ce qu'ils sont venus installer ici. Le même scandale s'est passé à la société de raffinage du pétrole au Cameroun, la Sonara, où on vous construit une usine qui ne peut pas raffiner le pétrole qui sort dans votre propre sous-sol. Alors, ce sont autant de pièges dans lesquels la France s'est embourbée un peu partout. Le piège des sanctions économiques, le piège de sa politique de coopération truquée avec les États africains. Je pense que la France, comme vous le dites, elle est au bout d'un rouleau compresseur, mais qui ne compresse qu'elle-même et ses compatriotes. Monsieur Fanga.
Le président Macron au bord du gouffre ou alors visite très cordiale entre deux partenaires stratégiques pour le renforcement de leur coopération. Le seul rôle du coq, en Afrique, c'est de siffler que le matin est arrivé. Et quand vous regardez la très grande tournée du président Macron, c'est pour dire aux Africains que le matin de votre réveil est arrivé. Si vous me comprenez, vous me comprenez. La grande tournée du coq français en Afrique, c'est pour dire que le matin est arrivé. Nous savons dans nos villages que quand le coq chante, c'est parce que le jour s'est levé. J'en ai terminé. En 30 secondes. On dit en 30 secondes que la France doit arrêter sa politique néocoloniale pour une politique moderne, plus démocratique, plus juste avec les pays africains. Et ce que nous attendons de cette France, c'est de ça qu'il s'agit. Et tant qu'elle va rester dans sa politique coloniale, elle ne pourra plus avoir une chaise dans un pays africain. Prochainement, nous aurons des tables de 12 mètres. Comme nous avons vu 6 mètres en Russie, en Afrique, ça sera 12 mètres, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine en a pris le sens des enjeux géopolitiques et stratégiques. On est tellement mature et responsable de savoir que si nous avions souffert aujourd'hui et nos aïeux ont disparu, ont été assassinés, tout simplement c'est à cause de la France et nous n'avions pas été développés à cause de la France. Donc il est inadmissible qu'aujourd'hui, dans ce jeu stratégique, géopolitique mondial, que la France puisse encore se retrouver à nos portes. Tant qu'elle sera reçue, ça sera sur une table de 12 mètres, tant qu'elle ne changera pas sa politique. Une politique moderne, démocratique et plus juste, qui veut dire gagnant, comme le disait mon confrère ici sur le plateau, que ce vocabulaire est en train de se faire école dans la bouche de certains pays, représentants de certains pays dans ce monde vis-à-vis de l'Afrique. Et tant que la France ne va pas arrêter son arrogance, elle aura la possibilité que pendant qu'elle ira dans un voyage comme en Algérie, nous pourrions décortiquer les enjeux positifs qui pourraient ressortir, gagnant-gagnant entre la France et l'Algérie. Mais aujourd'hui, nous savons que la France est allée se faire bouffer par... C'est les aigles qui sont en Algérie, hein. Les fennecs. Les renards du désert vont aujourd'hui, lors de ce voyage, bouffer ce Emmanuel Macron. Non, le coq. Pour faire le coq. Merci beaucoup. Merci, chers invités. Merci, chers invités. Monsieur Assilek Alata Mahamat, merci pour votre disponibilité. Il a intervenu dans le cadre de la première thématique qui concerne justement le Tchad. Il est premier vice-président de l'UFDD et porte-parole également de ce parti. Il faut le souligner, l'UFDD, précisément cette faction-là, a dit oui pour ce dialogue national inclusif. On avait également en multiplex monsieur Mian Inga Soria, qui est le président directeur général du groupe Mian. Merci infiniment également pour votre disponibilité. Merci Maître Momo d'être venu. Vous êtes juriste et analyste politique. Monsieur Jonathan Batengene, sociopolitiste, merci infiniment. Non, pas 1 minute, 30 secondes. Si vous... Voilà. À toute la jeunesse panafricaine, ne laissons pas l'installation des bases militaires sous nos sols, car il y a une guerre qui se prépare entre l'OTAN et l'Afrique. Nous, jeunesse, donc pour empêcher cette guerre, empêchons l'installation de ces bases militaires. À vous, le message est passé. À vous de jouer. Monsieur Samia Youmbi, merci pour votre disponibilité. Merci de répondre toujours présent lorsque la télévision panafricaine vous contacte. Vous êtes analyste politique. Monsieur André Christelle Fanga, analyste politique et directeur de publication de la Dépêche de Midi. À l'entente de ce programme, vous le savez si bien, nous avons reçu
le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement tchadien, M. Moulamala, qui est revenu sur les enjeux de ce dialogue national inclusif, comme l'a précisé le président Mahamat Idriss Déby, pour la renaissance du Tchad, un dialogue qui se veut souverain pour bien sûr et des décisions qui seront exécutoires pour une bonne forme de gouvernance au Tchad. Tels sont les propos du président Mahamat Idriss Déby. Chers téléspectateurs, vibrant hommage à Darina Platonova, observatrice politique, journaliste d'investigation, JRI, on va le dire, journaliste reporter d'images, qui était annoncé pour dimanche passé dans le cadre du programme géopolitique international. Une annonce a été faite, un visuel, vous l'avez si bien peut-être vu dans cette infora, a fait le tour. Elle a également dans son compte Twitter et Telegram annoncé sa participation dans le cadre du programme géopolitique international, mais à la veille, elle a été froidement assassinée. Une dame, une journaliste qui prônait la défense des droits humains, mais également une journaliste qui valorisait le quatrième pouvoir, qu'est le journalisme. Au revoir. Restez scotchés dans quelques secondes. Retour encore sur cette investigation qu'elle a eu à faire avant son assassinat. Au revoir. Nous sommes maintenant à l'usine Azovstal. C'est une très grande usine de la région de Mariupol. C'était la dernière place où il y avait la résistance des Ukrainiens, des nationalistes ukrainiens à Mariupol. Donc nous avons visité les catacombes où vous sentez l'atmosphère vraiment très bizarre. En fait c'est très dark comme l'atmosphère, comme la vibe. Et c'est vraiment une sorte de sensation diabolique, un petit peu satanique. Il y avait même une personne qui était le participant, le combattant, et qui s'appelle, a eu le nom Satana. Donc c'est vraiment quelque chose de démonique et satanique. Il y avait plusieurs livres russophobes. Ça m'impressionnait beaucoup, ce qu'il lisait beaucoup de la littérature qui était éditée à partir de 2014 et qui était centrée sur la critique, évidemment, de la Russie. Et donc, la chose avec le nationalisme ukrainien, et nous pouvons dire ça à Azovstal, c'est une chose qui est le nationalisme radical, l'idéologie de la haine, l'idéologie de russophobie était très utile pour les Américains, pour les globalistes. Parce qu'en fait, si vous détruisez la Russie, vous allez perdre l'ennemi, et ça sera une bonne joie pour tout l'Occident. Et donc nous pouvons dire aussi, nous pouvons citer Brzezinski qui disait que la Russie sans Ukraine c'est rien. La Russie avec l'Ukraine c'est tous, c'est l'empire. Et maintenant, ce que nous voyons, Azovstal, l'usine métallurgique est libérée. Il n'y a pas plus de nationalistes ukrainiens. C'est sous le contrôle de la Russie. Et les Russes vont protéger Mariupol, ils vont protéger les gens qui habitent là-bas parce que ce n'est pas des gens avec la misanthropie comme religion.